les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Bonjour, ici l'Association des auteurs des Laurentides. Aujourd'hui, on va vous présenter un épisode spécial. L'association, elle est composée d'une bonne centaine de membres et tous ces membres-là, ils écrivent des histoires, des styles, de la poésie, tout le monde écrit des choses très différentes. Alors aujourd'hui, on vous offre le privilège d'avoir un petit florilège de ces auteurs-là. On a avec nous Annie Depont, Ginette Levesque, Michel Blanchette, Linda Beauvais, Charlotte, Maurice Jean, Marie-Sylvie Dionne, Amio Bachan et Cynthia Lissa Dubé. Je vous invite à découvrir nos autres balados, à découvrir vos auteurs des Laurentides. Bonjour, mon nom est Annie Depont, je suis française et j'habite au Canada depuis 24 ans. Au cours des 4 dernières années, j'ai eu le grand bonheur de travailler avec un éditeur qui croit en moi. 4 livres ont été publiés en 4 ans. Premièrement, un roman autobiographique qui s'appelle Fanny les ailes sur le sol, finaliste au prix du livre de l'année de l'Association des auteurs des Laurentides. Deuxièmement, un recueil d'éditoriaux dont la plupart sont issus du magazine Trace, que j'ai dirigé pendant 10 ans et qui fut finaliste au prix Gaston Miron pour l'excellence en français. Troisièmement, Paola en roue libre et le témoignage de la vie d'une de mes amies condamnée à vivre sa vie en fauteuil roulant et qui nous envoie néanmoins un message de joie et de courage. Cet ouvrage, écrit à 3 plumes, a été plébiscité par Sclérose en plaques Canada. Quatrièmement, Fanny, Her Wings on the Ground vient de paraître, il n'est autre que la traduction anglaise du premier. Voici quelques extraits pour vous mettre en appétit de lire. Extrait de Fanny les ailes sur le sol. Les 2 amants avaient un air qu'ils sifflaient lorsqu'ils s'appelaient de loin. Blue Blues d'Helmut Zacharias. Cette musique, elle la siffle encore parfois, lorsque la nostalgie se pointe sans être invitée. Il lui offrit un jour une bague, une perle noire montée sur or blanc, qu'elle jeta dans le lac Léman un soir de grosse dispute. Leurs orages étaient aussi forts que leurs ciels étoilés. Au crépuscule, loin des lampadaires, il s'allongeait parfois sur un banc, lui sur elle, cambrée, tremblante, découvrant les délices d'un désir fulgurant. Ce souvenir la soulève encore. Elle le suivit quelque temps en Italie. Ils eurent un petit logement tout à fait charmant. Elle voulait des géraniums sur le rebord de la fenêtre, il n'en voulait pas. Gros orage. Un deuxième extrait, qui s'appelle « Compétition de boss à Davos », c'est un extrait du livre d'essais qui a pour titre « Astite française de marde ». Donc, compétition de boss à Davos. Davos, élégantissime station de sport d'hiver, rendez-vous des champions du monde de la haute voltige économique, 22 000 $ pour un strapontin, 230 000 pour une loge. Même à ce prix, les chronos ne sont pas respectés. Le programme de 5 jours a dû impérativement être écourté de quelques minutes octroyées à la culture. La romancière Margaret Atwood, invitée à recevoir un prix évidemment prestigieux puisque remis par ces messieurs, n'a pas pu délivrer son message aux grands de ce monde. Il fallait se presser. Les remontantes allaient-ils fermer?
D'autres livres sont en cours, donc je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard. Alors bonjour, mon nom est Ginette Levesque. Je suis une artiste multidisciplinaire, c'est-à-dire musique, art visuel et littérature. Mon premier livre, je l'ai publié en 2011, sans me douter que d'autres suivraient. J'ai exploré plusieurs genres littéraires, récits, romans, nouvelles, poésie et récemment, littérature jeunesse. Comme ces livres sont auto-édités, je remets mon montant de mes ventes à des organismes dont la cause me tient à cœur, tels que les enfants, la recherche médicale ou encore les femmes violentées. J'aimerais vous parler de mon dernier livre que j'ai écrit à la demande de ma petite protégée quand j'étais chez les grands frères et grandes sœurs. En 2017, j'ai rencontré une petite fille adorable. Elle a pris beaucoup de place dans mon cœur, tant et si bien que je l'ai surnommée ma reine des cœurs. Un jour, je lui ai raconté l'histoire du petit prince qui voulait qu'on lui dessine un mouton. Quelque temps plus tard, alors qu'elle m'entendait discuter de mon prochain livre avec son enseignante, elle m'a demandé de lui en écrire un. Ses seules exigences étaient que ce soit une histoire de licorne et que l'album soit relié comme un vrai livre. J'ai accepté, à la condition qu'elle y participe en coloriant les dessins que je lui présenterai. Comme elle me parlait souvent de la Tour Eiffel et de son désir d'aller à Paris, j'ai choisi de lui faire visiter cette ville par ce conte. Voici donc un récit né de la rencontre de deux cœurs. Quand je rencontrais ma petite protégée, c'était à l'heure du lunch. Alors, pour égayer le décor tristourné de la bibliothèque, j'amenais une nappe mauve. J'ignorais que c'était sa couleur préférée. J'ai appris à découvrir ses goûts culinaires. Elle avait un penchant pour les fraises, les concombres et les raisins. Et pour décrire ce moment, elle disait qu'elle faisait très tard, comprendre que c'était le service de la cafétéria. C'était sa façon d'enjoliver son quotidien. Puis il y a eu ce tournant. Ma petite reine des cœurs fut ostracisée, parce qu'il y avait une infestation de punaises de lit chez elle. J'avais lu que la lavande pouvait éloigner les petites bestioles. Comme j'avais un flacon sur moi, je lui ai offert. Et c'est ainsi qu'on retrouve la lavande et aussi la menthe dans le livre parce que c'était aussi une plante qu'elle affectionnait. Un jour, elle m'a parlé de Léa Olivier, souhaitant que sa vie à elle soit moins compliquée. En quoi aimerais-tu que ta vie soit moins compliquée? Je voudrais te voir tous les jours. Tu sais que c'est pas possible. Tous les jours je pense à toi, tu es dans mon cœur. Sa demande m'a chamboulée. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était lors du spectacle de la chorale de son école. Elle m'a demandé de l'accompagner. En descendant l'escalier pour nous rendre à la salle de spectacle, elle a glissé sa main dans la mienne et l'a serrée fortement. Ma petite reine des cœurs m'a fait le plus merveilleux des cadeaux, la confiance. Elle a déménagé, je l'ai perdue de vue, mais elle habitait mes pensées. Cet été, je l'ai retrouvée grâce aux réseaux sociaux et repris contact avec elle, l'informant que je publierais son livre. Je l'ai revu en novembre dernier pour lui remettre son livre. J'ai fait le chemin jusqu'à Asbestos. Nous nous sommes donné rendez-vous à la bibliothèque. Une ancienne église, au mur très haut, rien de bien intime pour des retrouvailles. Elle est arrivée avec les siens, un peu timide, ne sachant où se placer. Quand je lui ai remis son exemplaire, elle s'est mise à trembler. Il y a peu de temps, elle m'écrivait pour me dire qu'il était arrivé un incident avec son livre. L'incident était qu'elle venait de passer au feu et qu'il ne restait plus rien, sauf son cellulaire. Je me suis interrogée pourquoi ses pensées allaient vers ce livre perdu, et j'ai compris que le seul souvenir tangible de sa vie, c'est son livre. Mon nom est Michel Blanchette. J'ai écrit Les Verrous de l'Aube. C'est un projet de retraite. J'avais décidé, après une carrière de 33 ans en enseignement,
dans les sciences plus particulièrement, j'avais décidé d'écrire le livre que j'aurais toujours voulu lire, que je n'avais jamais lu. J'aimais les livres de science-fiction, j'aimais aussi les livres spirituels, de croissance personnelle, des choses dans ce genre-là. Et j'ai décidé de me pencher sur... j'ai commencé à écrire des pensées. À tous les jours, j'écrivais une pensée, je me disais, OK, je vais commencer par mettre mes idées sur papier. Juste ça, pour commencer. Alors, le projet est venu aussi à cause de mes connaissances en sciences, mes connaissances en biologie. Je disais toujours à mes élèves, moi j'enseignais surtout la biologie, je disais toujours à mes élèves, on utilise seulement 15% de notre cerveau. Qu'est-ce qui arrive avec le 85% qui reste? Qu'est-ce qu'on fait avec ce 85%-là qui reste, qu'on utilise? Il semblerait qu'on n'utilise pas. Alors, avec cette prémisse-là, avec ce préambule-là, j'ai dit, OK, c'est le temps d'écrire un livre là-dessus. Qu'est-ce que mon personnage ferait si on lui donnait la chance de passer au travers de 9 mentors, 9 maîtres, qui lui montreraient comment utiliser toutes les parties de son cerveau, toutes les parties de son intelligence, au lieu de fonctionner qu'à 15%, qui pourrait à ce moment-là fonctionner à 100%. Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui se passerait? Alors, c'est le postulat c'est l'idée de base de mon livre, qui est un roman, bien sûr, qui est basé sur des choses qui sont réelles, mais qui est quand même un roman de fiction. Voilà. Je pourrais ajouter ce qui est écrit en 4e de couverture. Mon nom est Martin Rousseau, c'est mon personnage. Un jour, on m'a offert une carte étrange et un coffret énigmatique. Un univers fantastique ainsi que de palpitantes aventures se sont alors présentées à moi. De Montréal à Dijiang, de Belize à Cusco, de Tiahuanaco à l'île de Pâques, et parfois même au-delà du temps et de l'espace, je suis allé à la rencontre de maîtres qui ont semé en moi l'idée que je pouvais devenir le seul créateur de mon univers. Alors, oseriez-vous entreprendre un tel parcours pour donner ainsi un nouveau sens à votre vie? C'est à ce voyage que ce roman vous convie. Bonjour, mon nom c'est Linda Beauvais et je suis auteure d'un roman qui est une vraie histoire et ça s'appelle Le principe de Gabriel. Mais ça pourrait s'appeler l'histoire de mon éveil. Puis puisque mon livre a bien 20 ans de période dedans, on peut dire que ça m'a pris beaucoup de temps pour me réveiller. Je vais vous lire la 4e de la page et puis voici c'est quoi. Ce roman est l'histoire de Liane qui vient de retrouver un ami de jeunesse, Alex. Ils communiquent par courriel et renouent leur amitié. Elle lui annonce qu'elle a écrit un livre 20 ans plus tôt, traité du sujet de la réincarnation, mais qu'elle n'a jamais pu en écrire la fin. Périodiquement, elle lui envoie des chapitres. Dans son livre, Liane met au jour des vies passées en faisant des régressions à l'aide d'un livre d'hypnose avec son mari Jean. Elle comprend qu'ils ont vécu plusieurs vies ensemble et que son mari peut aussi canaliser un guide spirituel appelé Volca. Ce dernier accompagne Liane et Jean pour les aider à comprendre les différentes émotions vécues dans leur vie antérieure et leur montre comment plusieurs réactions karmiques ont été créées. Il leur enseigne comment pardonner et même changer leur perception des événements du passé. Liane décide qu'elle va prouver l'existence de sa vie antérieure récente comme chanteuse au 19e siècle en faisant des recherches aux États-Unis dans la ville de Wichita, Kansas. La vie de Liane continue en tant que mère seule après la séparation de Jean, mais à partir de ce moment, elle n'a plus accès à Volca. Tour à tour, elle connaîtra 2 relations dysfonctionnelles avec les péripéties que ça l'amène. L'histoire démontre comment les vies passées de Liane ont bel et bien influencé sa vie présente. Ironiquement, le karma de ses vies passées se concrétise d'une façon évidente avec son ami Alex, et c'est à ce moment qu'elle comprend que la vie est éternelle.
est Nicole Pichet, mais je me présente sous mon nom de plume, Charlotte. Je suis en train d'écrire mon 5e livre. Écrire un livre, c'est constituer comme un canevas d'idées directrices sur lesquelles on va élaborer un texte en verbalisant des mots. J'ai d'ailleurs écrit « Le poids des mots, la force de l'écriture » dans un des 2 recueils de pensées, perles de sagesse dans un monde de fous. Ce sont des réflexions, souvent pertinentes, des pensées et des analyses sur la vie qu'on a plaisir à lire ou relire, selon l'humeur du jour, et certaines même à méditer. Je peux en citer quelques-unes, par exemple sur les enfants. On est responsable de ses enfants, mais pas des adultes qui sont devenus. Je pense que les parents me comprendront. Sur les émotions, quoi de plus libérateur que d'écouter sa raison plutôt que de subir ses émotions. Sur le temps, la réserve du temps est inépuisable lorsqu'on ne la mesure pas, mais on devient pressé en devinant ce qui reste. Sur la vieillesse aussi, il ne faut pas l'oublier malheureusement. Quand inexorablement les années sont là, on ne rêve plus. Les plus téméraires espèrent encore. Les épreuves. Vaincre, c'est s'affirmer, et s'affirmer, c'est exister. La dernière, peut-être, sur l'espoir. Espérer, c'est notre besoin de croire en quelque chose. Ces 2 livrets de 285 pensées font suite à mon premier livre, Le bonheur par la théorie des emmerdes, qui raconte et analyse les points forts de la vie bien remplie et mouvementée de l'héroïne. Cette dernière, qui a beaucoup voyagé et traversé maintes épreuves, vous entraîne sur les chemins pas toujours faciles mais passionnants de l'existence. Tout se déroule sur un fond de vie trépidant, où les sentiments et les rebondissements se déroulent comme une aventure. Mais je dois ajouter quand même que ce livre n'est pas un livre d'aventure, mais l'aventure d'une vie. Puis j'ai écrit Notre amour en pages, ou L'hymne au bonheur. Différent du livre précédent de par sa mise en page, car c'est un livre épistolaire qui nous fait partager, en pleine pandémie, l'éclosion et le vécu d'un amour-passion exceptionnel, d'un couple tonique et dynamique, mais qui n'a plus 20 ans, depuis bien longtemps. Pour conclure, je dirais que tous les espoirs sont permis, et comme il n'y a pas d'âge pour être heureux, car le bonheur oublie quelquefois le temps, j'écris actuellement un livre sur ce fameux temps qui nous fait tous vieillir. Il s'intitule « Et si vieillir était encore de vivre avec plaisir ?» Tout un programme sur l'espoir. D'ailleurs, c'est un thème que je voudrais développer dans un autre prochain livre. C'est encore un projet. Merci. Bonjour, mon nom est Maurice Jean. Je suis un auteur de romans policiers. J'ai débuté l'écriture dans les années 90, que j'ai oublié ce que je faisais, c'était vraiment mauvais. Mais 20 ans plus tard, je suis retombé sur un des manuscrits que j'avais tenté et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une chance de faire quelque chose. Je me suis amusé pendant 4-5 ans, ce qui a donné le premier Henri Patnaud. Et depuis ce jour, j'en ai 4 autres d'écrits. Le 5e va sortir au mois d'avril 2024. Voici donc la 4e de couverture de Meurtre au presbytère. Montréal, novembre 1963. William Clement, révérend de la paroisse Saint-Barthélemy, est assassiné dans son bureau au presbytère. Comme celui-ci ne cachait nullement sa hargne contre le mouvement indépendantiste québécois, le Front de libération du Québec, responsable de plusieurs attentats au cours des derniers mois,
est immédiatement pointé du doigt. Le lieutenant Andrew Harrington, natif de cette paroisse, et son jeune coéquipier Henry Patnaud se lancent à la recherche de l'assassin au milieu des tractations politiques. Harrington, n'arrivant pas à émerger du chaos émotionnel causé par l'alcool et la pression, laisse à Patnaud le défi de démêler cet amalgame de demi-vérités, de sous-entendus et de secrets paroissiaux. Bonne lecture. Plongée dans un bilan de vie malgré moi, la soixantaine faisait poindre une variété de peurs jusque-là bien sages. J'abordais la maturité professionnelle avec désintéressement. Qu'en était-il de la maturité personnelle? Celle-là même dont on a tant besoin pour accepter de vieillir. Ma vie était face à une intersection, et j'avais l'impression d'avoir négligé quelque chose. Une partie de moi s'était recroquevillée, pas éteinte, mais silencieuse. Une dose d'anxiété avait certes fait surface avec ce constat. Le mammouth des peurs, compagnon de vie fidèle, tiendrait fort probablement le rôle d'escorte désormais, jusqu'à ce que je puisse le regarder bien en face pour libérer ce qu'il me cache. Ma décision était irréversible. J'avais annoncé mon départ à la retraite sans ressentir la moindre émotion. Ça me paraissait étrange comme état, mais j'en ai conclu que cette apparente frigidité devait contenir un malaise suffisamment grand pour choisir de l'éviter. Ce serait partie remise. On n'étouffe pas ses émotions comme ça nous chante. On les range en tablettes, le temps de souffler un peu. Elles demeurent cependant bien vivantes malgré la poussière. J'étais consciente qu'un défi m'attendait. Extrait du roman Désorienté et heureux par la voix de l'auteur Marie-Sylvie Dionne. Je me nomme Amio Bachan. Je suis passionné d'aventure, de bande dessinée et de romans policiers. Depuis ma tendre enfance, je m'intéresse au domaine de l'automobile. Mais toute ma vie, la jante féminine me ressource et m'inspire. Bref, mon imaginaire s'allume aisément et se laisse bercer au gré des personnages. J'adore écrire des pensées, des lettres, des histoires. Je vous présente un résumé de mon roman Le Vagabond voyageur. Il se passe dans les années 60. Le personnage principal s'appelle Jacques. Il est forcé de quitter Montréal à 16 ans et se retrouve dans un petit village à la frontière des États-Unis. Apprenti mécano et passionné d'automobile, il devient chauffeur du maître de la région qui l'initie aux affaires et aux négociations. Il découvre un univers attirant et intriguant. Lorsqu'il traverse chez nos voisins du Sud, s'ouvrent à lui les dessous du monde interlope. Durant cette odyssée, il vit des relations qui le marquent. Parfois associé, parfois victime, il doit s'adapter sans cesse, faire constamment face à des situations inattendues. Si son sens de la survie le sert, les événements se chargent de le briser. S'en sortira-t-il? Bonjour, moi c'est Cynthia Lissa Dubé. Je suis membre de l'association depuis quelques années déjà. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Il y a plein d'auteurs qui disent ça. Hein. Moi, je rêvais d'écrire quand j'étais petite. Puis là, j'écrivais des romans à 8 ans, là, des histoires de petites filles adoptées, tourmentées.
Et puis, j'ai participé à des concours de nouvelles, j'écrivais des nouvelles littéraires. Puis là, il a fallu gagner sa vie, puis se chercher un père pour faire des enfants, puis l'écriture a comme pris le bord, assez tassé. Et quand j'ai eu des enfants, c'était évident que j'allais leur lire des livres. À tous les soirs, on lisait des livres au lit. Et là, on avait des histoires plein la tête, puis j'étais inspirée, puis c'était le fun de lire des livres jeunesse. Et puis, quand on était dehors, puis qu'on n'avait pas de livres avec nous, là, les garçons, ils demandaient encore des histoires, fait que, j'en inventais. Puis mon conjoint aussi, il faisait la même chose, on inventait des histoires. Fait qu'à un moment donné, on s'est mis à en écrire, puis on a décidé de les publier nous-mêmes. Et puis, enfin, je suis revenue à mes amours et j'ai publié des recueils de nouvelles. J'ai aussi écrit l'histoire de Maude Abbott, qui est une pionnière de la médecine au Québec, la deuxième femme à avoir été diplômée de médecine au Québec même. C'était une anglophone. On connaît beaucoup Irma Levasseur parce que il y a un livre qui a été écrit sur son histoire, c'est la première francophone, mais Maude Abbott, elle était avant. Et Maude Abbott, c'est devenue une experte mondiale en cardiologie. On venait d'Europe pour étudier auprès de Maude. Et malheureusement, comme beaucoup de femmes qui ont été artistes et qui ont été des grandes pionnières, elle a été oubliée après sa mort. Alors moi, j'ai voulu la ramener dans le présent. Donc voilà, avec moi, vous avez de la littérature jeunesse, et de la littérature adulte et de la littérature historique. Comme je vous disais en introduction, les auteurs des Laurentides, ils écrivent plein de choses. Venez nous visiter à la librairie Lu et Relu. Il y a des livres usagés abordables et aussi des livres neufs de nos auteurs. Venez donc nous découvrir. Puis quand on fait des salons, on aime ça vous voir, puis on aime ça avoir des commentaires. À la prochaine! Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'Entente de développement culturel.